avant de discuter de ça, on a trois intervenants hautement compétents sur le sujet. Je voulais juste partager avec quelques-uns d'entre vous qui connaissent pas très bien le sujet quelques notions. Le but n'est absolument pas de détailler c'est quoi la blockchain, sinon on peut passer la nuit à discuter du sujet, mais juste de discuter de quelques éléments. Donc pour commencer, si je vous parle si je vous dis qu'est-ce qui s'est passé il y a à peu près 10 ans, si vous avez dans votre mémoire, qu'est-ce qui vous a marqué, c'est passé exactement il y a 10 ans. Non. Là. Bitcoin. Ouais, juste avant le Bitcoin. La crise financière. La crise financière, exactement. Donc, la crise financière, alors, la défiance vis-à-vis des institutions financières, elle est vieille depuis longtemps. Ça n'a pas attendu la crise financière de 2008 pour venir. Mais à partir de là, il y a eu un mouvement qui s'est dégagé. Fin 2008, il y a un papier qui a été publié qui s'appelle Bitcoin Peer-to-Peer Electronic Cash System. Bitcoin, voilà. Et donc, ce papier-là, ça faisait les basiques des technologies blockchain. Donc, Bitcoin étant une, si vous ne savez pas c'est quoi la différence entre Bitcoin et blockchain, Bitcoin, c'est une des applications de blockchain. Et il y en a plein d'autres. Donc, c'est une de ces applications-là. Il y a eu ce problème-là, un manque de confiance vis-à-vis des institutions financières, spécialement les banques. Et à partir de là, Bitcoin est venu pour répondre à cette problématique, c'est-à-dire comment transférer de la valeur, dans ce cas des Bitcoins, d'un point A à un point B, sans tiers de confiance qui est les banques. Donc, pour se passer des banques, le Bitcoin permet de faire ça. Alors, comment il peut, c'est quoi les technologies Bitcoin? C'est un réseau sur lequel il y a beaucoup d'ordinateurs qui sont connectés, qui permettent de transmettre de la valeur. Des Bitcoins, c'est de l'argent électronique, comme on transfère de la monnaie fiat, de l'euro, de A à B, avec le même niveau de confiance qu'on a dans une banque. C'est-à-dire qu'on sait qu'il n'y aura pas une double dépense. Quand je transmets de l'argent via Bitcoin, je sais que quand je transmets un Bitcoin, un, c'est que j'ai ce Bitcoin-là, et de deux, c'est que je ne vais pas faire une double dépense. Et donc ça, c'est ce que le système bancaire nous garantit. Il fait d'autres choses, mais dans la partie stricte de transfert d'argent, c'est ce qui permet de garantir. Et le Bitcoin permet de faire ça sans tiers de confiance. Donc, il y a un protocole technique qui permet de faire ça, qu'on ne va pas détailler là, mais sachez que c'est un réseau sur lequel il y a un protocole et qui s'exécute sur l'ensemble du réseau. Et donc, juste pour résumer, c'est un registre, comme on tenait depuis tout le temps, un grand livre qui est partagé chez tout le monde. Et une fois qu'on écrit quelque chose dessus, on ne peut plus jamais le modifier. On peut rajouter d'autres lignes pour annuler ce qu'on a écrit, mais on ne peut jamais la modifier. Et donc, à partir de là, ça rajoute cette confiance. Donc ça, c'était en 2008. Ensuite, fin 2013, il y a un gars qui s'est dit, tiens, c'est chouette ce truc, mais au lieu de l'utiliser juste pour transmettre, pour sécuriser les transactions, la transmission de la valeur, eh bien, on va l'utiliser pour aller beaucoup plus loin et pour sécuriser l'exécution des contrats. Je vais prendre un exemple très simple qui est live déjà, c'est AXA Assurance. Elle a lancé l'année dernière une assurance pour les vols qu'on prend entre Charles de Gaulle et les États-Unis. Donc c'est un POC, le but étant après de l'étendre, mais si on prend ce cas précis, eh bien, moi je peux prendre un vol, n'importe lequel, ensuite je vais sur le site de cette assurance-là, et je saisis mon numéro de vol, mon nom, enfin une assurance classique. Donc jusque-là, rien d'innovant. Là où la blockchain a de la valeur, pourquoi AXA le choisit, c'est parce que sur une assurance classique, eh bien, ça repose un tout petit peu quand même sur le bon vouloir de l'assurance. C'est elle qui va dire, ok, est-ce qu'il y a retard ou pas? Parce que là, quand il y a un retard de plus de 2 heures, il verse, je crois, un tiers de prix du billet. Et donc, ça repose quand même un tout petit peu sur le bon vouloir de l'assurance. Là, dans ce cadre-là, on a pris les conditions d'exécution du contrat. Par exemple, on verse un tiers du montant de billet une fois qu'on constate qu'il y a plus de 2 heures de retard. Donc, on a pris ça, on l'a écrit sur un code informatique et on a mis ça dans une blockchain qui s'appelle Ethereum.
Et à partir de là, une fois qu'il y a vraiment retard, et ben en fait, l'information des retards, elle est publique. Donc on regarde dans les aéroports, une fois qu'il y a vraiment retard, eh bien, ça donne l'information et le virement est exécuté de manière automatique. Donc là, ça ne repose plus sur le bon vouloir, on se met d'accord sur les règles. Une fois qu'ils sont sur la blockchain, même AXA, sauf si on a prévu à la base, mais le code, on peut le regarder, elle ne peut plus revenir dessus. Donc on a un degré de confiance. Alors AXA ne l'a pas fait juste pour ça. Ça, c'est d'un point de vue pour l'utilisateur, donc ça facilite pour lui l'exécution du contrat automatiquement. Il a plus confiance et en plus c'est rapide. Mais aussi AXA le fait parce que ça coûte beaucoup moins cher. C'est pas juste pour sécuriser, donc oui, mais aussi parce que ça coûte beaucoup moins cher. Parce que le back-office, l'IT qui est derrière, eh bien là, ce n'est plus à AXA de le prendre en charge, c'est tout le monde en fait. Vu que c'est un réseau public ouvert chez tout le monde, donc la grosse partie de la couche inférieure de cette IT-là, elle est prise en charge par tout le monde, par tous les nœuds du réseau. Donc ça, c'est un autre avantage, ce qu'on appelle les smart contracts. Alors attention, le nom, il est un peu trompeur. Ce n'est ni smart, pas du tout intelligent, il fait exactement ce qu'on lui dit, et ce n'est pas un contrat dans le sens juridique. Ce n'est pas vous qui allez me contredire. Donc pour le moment, ce n'est pas un contrat juridique. Mais voilà, ça permet la partie opérationnelle du contrat. Donc ça va permettre d'accélérer beaucoup les choses. Donc là, il y a un exemple, et à partir de là, on peut étendre sur une infinité de possibilités. Je pose souvent la question, quels sont les use cases de la blockchain? Je réponds souvent, quels sont les use cases de l'Internet? C'est l'infini en fait. Aujourd'hui, on sait déjà qu'il y a des choses, mais d'ici 10-15 ans, on sera, imaginons qu'on est en 1990, qui aurait pu imaginer tout l'étendue de la révolution qui a amené le TCP/IP. Donc voilà, ça c'est juste c'était pour vous donner un peu des notions de base. La technologie, elle est dans certains cas assez mature. Donc on sait déjà avec la maturité à date faire des choses. Il y a quand même des freins. Il y a par exemple, on parle beaucoup de démystification, de consommation énergétique des blockchains. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais très rapidement, c'est un débat qui mérite d'être posé, mais c'est un faux débat pour moi en tous les cas, parce que ça dépend de quelle technologie blockchain on parle. Si on parle de la technologie blockchain de Hyperledger, il n'y a pas de consommation énergétique, c'est une consommation énergétique d'un IT classique. Donc c'est par les mécanismes de consensus, c'est un peu technique, mais ça dépend du protocole qu'il y a à l'intérieur de la blockchain. Il y a un type qui consomme, les autres ne consomment pas. Et même celui-là qui consomme, on est en train de voir comment faire pour que ça consomme mieux. Et tous les autres, ils ne consomment pas. C'est la consommation d'un serveur classique. Donc voilà, pour ce débat-là. Pour tout ce qui est consommation énergétique. L'autre challenge, c'est tout ce qui est juridique et réglementaire. Et moi, dans mon travail tous les jours, je vois ça. La question, elle est posée systématiquement quand on parle de blockchain, on arrive, des fois, il y a un veto du juridique. Et donc, pourquoi on est là ce soir? C'est pour discuter de ce point-là. Et donc, je laisse la parole à Olivier pour le débat.